Vétusté, insécurité, manque de personnel ou mauvais état des finances, la situation de l'hôpital de Cayenne décrite comme catastrophique dans un récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Les élus se sont procuré le document et montent au créneau pour soutenir l'UTG Santé. Ils étaient sur le piquet de grève ce matin. Dans le même temps, le grand congrès des élus de Guyane approche. Le rendez-vous a été fixé pour la rentrée prochaine et il participera à la mise en place du projet de développement du territoire signé le 21 avril dernier. Une première séance de préparation s'est tenue ce matin et puis c'est le deuxième lancement depuis la fin du mouvement social de Guyane. Le lanceur russe a quitté la base spatiale de Kourou ce matin avec à son bord SES-15. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un nouvel élément vient donc peser en faveur des grévistes dans le conflit du centre hospitalier de Cayenne. Daté de mars 2017, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales épingle l'établissement dans un état jugé catastrophique. Un document accablant présenté aujourd'hui par les élus qui exige désormais des réponses urgentes. Les parlementaires, le président de l'association des maires et les élus de la CTG se tenaient aux côtés de l'UTG Santé ce matin sur le piquet de grève installé à l'entrée de l'hôpital. Natacha Maltaverne. Nous ne sommes plus des médiateurs, nous sommes dans la lutte avec vous. C'est le message adressé ce matin par les élus à l'UTG Santé. Une position ferme qui intervient suite à la lecture du rapport de l'IGAS rédigé par Pierre Lesteven. Il a été administrateur du char entre mai et novembre 2016. Un rapport difficile à obtenir auprès de l'ARS. Il est accablant pour l'hôpital et rend légitime le combat de l'UTG Santé. Quand on est une personne honnête, sincère, et digne, il faut laisser le temps faire de son temps. Tenir 53 jours un conflit, qui plus est avec des travailleurs jeunes, vivant leur première expérience de grève, je vous laisse imaginer le travail moral qu'il nous faut faire de jour comme de nuit. Nous n'avons pas attendu 2017, mais depuis 2001, nous avons gagné de notre protocole la construction d'un CHU pour la Guyane, un hôpital sur Saint-Georges et un hôpital sur Maripasoula. Nous ne devions plus parler de centres de santé, connaissant la réalité d'activité de ces établissements dans les villes situées à nos frontières. Tout est passé en revue dans ce rapport, les finances, l'organisation interne, les effectifs, l'insalubrité. Les auteurs concluent que le char est en situation de crise permanente, l'offre de soins est sous-dimensionnée. Dans tous les domaines, les compétences sont en déficit, ce qui pose des difficultés pour appliquer les procédures. Les réalités du territoire ne sont pas prises en compte par la direction et l'ARS. Les élus ne veulent plus d'un pansement sur une jambe de bois. Cette fois-ci, il faut des moyens humains, matériels et financiers. C'est le message qui va être adressé à la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Nous allons demander, nous allons exiger, parce que là, on est dans une urgence absolue, qu'il y ait des responsables qui viennent pour épauler les acteurs de terrain, pour épauler la directrice de char. Parce qu'on s'est entretenu avec elle et on a parfaitement compris qu'elle ne peut pas être tenue pour être seule responsable de la situation. Elle est arrivée en Guyane avec une feuille de route, mais nous sommes convaincus, intimement convaincus, qu'on ne lui a pas donné les moyens de la politique, qu'on ne lui a pas donné les moyens de répondre comme il se doit aux problématiques de la santé dans cet hôpital. Maintenant, si la mission ne peut pas venir en Guyane, les élus vont se déplacer. Il faut que nous soyons en capacité aujourd'hui de dire qu'il y a urgence, qu'on n'a plus le droit d'attendre, tout simplement. En attendant, la grève se poursuit au char. Les grévistes appellent la population à se rendre samedi à partir de 10 h sur le piquet de grève. En bref, cet après-midi, les agents de la société Galéa en charge de la sécurité de la plateforme aéroportuaire de Félix-Éboué ont effectué 1 heure de débrayage. Le mouvement a perturbé l'enregistrement du vol Air France en direction de Paris-Orly. Les salariés ont déposé un cahier de revendications en 13 points à leur direction. Il est question entre autres de mauvaises conditions de travail et salariales. Il y a quelques instants, la direction de la société Galéa a rencontré les employés en question en présence de la chambre de commerce qui gère l'aéroport. Et puis notez que la compagnie Air France annonce qu'il n'y aura pas de liaison entre les Antilles et la Guyane jusqu'à samedi. Les vols sont annulés pour des raisons techniques. C'est l'un des prérequis pour enclencher l'application des accords de Guyane et un grand rendez-vous attendu depuis plusieurs années. Le congrès des élus de Guyane se met en place. Ce matin, une partie des représentants des mairies et de la CTG était réunie à la cité administrative pour dessiner les contours du colloque qui devrait avoir lieu à la rentrée prochaine. Une première réunion de préparation suivie par Jonathan Lariot. La mise en place des États généraux de Guyane pourrait venir au mois de septembre. C'est ce que laissent entendre les élus des collectivités locales lors de leur première réunion pour la préparation du prochain congrès des élus de Guyane. Pour cette première séance de travail, il était surtout question de législation. Il est question donc d'un nouveau congrès des élus
avec une nouvelle composition, sachant qu'aujourd'hui, tous les élus qui composent le Congrès ont une voix délibérative. Et bien sûr, la première démarche, c'est d'adopter donc un règlement intérieur. Alors, le règlement intérieur qui détermine le temps de parole, le Congrès devrait se faire en principe fin septembre-octobre. C'est un Congrès qui va lancer les États généraux. Les États généraux auront lieu et un deuxième Congrès. Ce seront des États généraux qui seront décentralisés, qui auront lieu sur toute la Guyane et aucune question, toutes les questions seront posées. Une première concertation avec la présence d'une grande partie des élus. Les États généraux qui devraient découler de ce congrès est un événement attendu depuis déjà plusieurs années. Et parmi l'opposition à la CTG, un des points phares de ces prochains États généraux serait l'évolution statutaire de la Guyane. Vous avez bien vu dernièrement que malgré le fait que la CTG a eu donc cette prérogative qui lui permet de donner des permis offshore, eh bien le gouvernement fait à sa tête, malgré une décision une décision du tribunal administratif. Donc nous en sommes là et il est clair que nous devons faire en sorte à ce que ce que nous avons décidé puisse trouver un terrain favorable à sa mise en œuvre, à savoir un cadre réglementaire qui nous permette de mettre en œuvre ce projet de société que nous allons donc devoir écrire pour la Guyane. La prochaine réunion de travail de la commission pour la mise en place du congrès des élus devrait se tenir le 23 juin. Où d'autres éléments devraient être apportés, notamment grâce aux législatives qui décideront de l'identité des futurs parlementaires guyanais. À ce jour, 12 candidats au poste de député de la première circonscription se sont fait connaître et sans surprise, l'Union des sociaux-démocrates annonçait hier son soutien à Joël Prévost-Madère. Le parti avait déjà soutenu la présidente de la CGPME aux législatives de 2012. En cas de victoire, c'est le président de l'USD, Ted Gaspard, qui sera son suppléant, le suppléant donc de la candidate de la République En Marche. Une annonce faite hier, précision au micro de Natacha Maltaverne. Nous avons toujours gardé des liens et travailler sur quelques dossiers en interne. Donc, c'était une évidence par rapport à ces liens donc, existants, mais je rappelle aussi surtout que c'est l'image même, la composition même donc de l'USD qui me plaisait, à savoir un regroupement de personnes qui peuvent être de gauche, de droite, du centre. Je tiens à le dire et j'ai mal insisté sur ce point-là, les problèmes de la Guyane ne sont pas des problèmes de droite ou de gauche. Ce sont des problèmes très particuliers, très spécifiques, à l'identique d'un autre territoire qu'est Mayotte. Et on doit avoir des réponses spécifiques, donc pas des réponses partisanes. C'est une candidature différente dans le sens où, donc d'abord, j'insiste bien sur le côté régionaliste par rapport au mouvement social qui vient de se faire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit bien là donc de porter fortement et de faire entendre et de faire mettre en œuvre, qu'on ne reste pas au stade de faire entendre, faire mettre en œuvre le protocole d'accord qui a été signé. Il y a une partie à sécuriser en matière financière. Donc ça, c'est un. Maintenant, la différence entre les deux, ce serait qu'il y a un mouvement nouveau, En Marche, un président qui vient avec dans la même composition que l'USD, qui regroupe aussi bien des gens de droite, de gauche, du centre. Et pour moi, il y a une coïncidence, entre guillemets, qui me convient parfaitement. La candidature de Joël Prévost-Madère s'inscrit tout d'abord dans le rassemblement. Et l'USD est un parti qui, depuis 1989, rassemble toutes les forces de gauche et de droite qui souhaitent développer la Guyane. Et naturellement, Joël Prévost-Madère est notre candidate. J'ai l'honneur d'être son suppléant, tout simplement parce que nous avons des positions communes sur énormément de sujets et que c'est une personne qui me ressemble beaucoup dans la manière de penser, qui est ouverte, progressiste, et que ça s'est fait naturellement. Le choix s'est fait naturellement, la complicité s'est fait naturellement et nous travaillons déjà ensemble depuis quelques mois. Ce n'est juste que l'aboutissement de ce travail.
Et une nouvelle force derrière Walwari, cette fois dans la course aux législatives. Marie-Laure Phinera-Hort ne briguera pas le poste de députée de la première circonscription, mais elle annonce son soutien à la candidate Lynn Létard, qui se présente pour la première fois avec pour suppléante Farah Khan, conseillère municipale de Cayenne. Le soutien de la maire de la ville capitale avec son mouvement vient donc s'ajouter à celui de Guyane Écologie, sans compter l'appui de la fondatrice de Walwari et ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. Écoutons les réactions recueillies par Natacha Maltaverne. Je pense avoir une expérience de la pratique de la chose politique et des dossiers qui sont importants pour la Guyane. Donc une expérience globale et puis le sentiment tout simplement d'être prête. Il arrive un moment où on se dit on est prêt. Et bien ce moment-là est arrivé tout simplement. Il y aura des priorités. Alors là, l'une d'entre elles, effectivement, par correction, par respect, parce que ça a un sens, cet accord de Guyane, il faudra le considérer avec sérieux. Il s'agit de 2,1 milliards qui consiste en fait au rattrapage, à la somme nécessaire au rattrapage infrastructurel de la Guyane. Mais surtout, il convient d'aller au-delà. Il convient de considérer l'action que je mènerai de manière beaucoup plus globale et avec sur des thématiques que nous avions déjà annoncées lors des campagnes précédentes. Il s'agit de jouir et de la gestion de nos ressources endogènes, je l'ai déjà dit. Il s'agit également, et c'est vrai que je le mets plus en avant dans cette campagne, de s'occuper de ces segments de la société, c'est-à-dire des femmes en difficulté, les plus jeunes, mais aussi celles qui sont en situation de retraite difficile, ces mères de famille qui ont très peu travaillé ou pas du tout travaillé, qui se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté. J'en ai rencontré et à celles-là, j'ai envie de faire la promesse de m'occuper particulièrement de leur cas. Pas normal qu'on ait fait autant et qu'on reçoive si peu en fin de vie pratiquement. Donc les ressources endogènes, les femmes, la coopération transfrontalière, dont différentes thématiques, la justice, la police bien entendu, mais aussi le commerce. C'est une femme, c'est une battante surtout. Et je crois qu'elle a réussi à nous séduire par son introduction, sa présentation. Elle a compris en tout cas ce qu'on attend d'un député. Et je crois que c'est ça, parce que pour avoir subi, je suis maire quand même depuis 2010, nous n'avons pas de retour forcément des députés. Or, nous élus locaux, exécutifs locaux, nous attendons en tout cas qu'ils viennent vers nous aussi, qu'ils viennent discuter de nos problèmes quotidiens, parce que nous sommes les élus de terrain. Et je crois que dans son discours, sans le lui dire, elle en a parlé. Et en fait, avec les valeurs que nous partageons, les valeurs de gauche de Walwari, j'ai trouvé, enfin en tout cas c'était l'unanimité, tout le monde a trouvé que c'était la candidature que nous devions soutenir. On est unis pour la première circonscription, je trouve que c'est logique qu'on fasse la même chose pour la deuxième. Donc nous avons jusqu'à demain 18h, donc nous allons décider ça ce soir. Et je vous le disais, Joël Prévost-Madère et Lénaïque Adam sont investis candidats sous la bannière de La République En Marche. Lénaïque Adam est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes conseiller territorial issu de la majorité à la CTG. Vous vous lancez donc pour tenter de devenir député de la seconde circonscription avec donc le mouvement du président de la République. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ? Alors tout d'abord, bonsoir à toute la population, surtout à vos téléspectateurs. Je tiens avant tout à saluer, et en tout cas encourager et témoigner de tout mon soutien aux grévistes de l'hôpital. Parce que quand l'hôpital va mal, c'est toute la Guyane qui va mal et donc ils se battent pour une meilleure santé. Donc il est tout à fait normal de les soutenir. Alors, ma candidature s'ancre en Guyane. J'aime la Guyane, j'aime mon pays. J'ai été chef d'entreprise. J'ai eu un engagement associatif depuis très tôt. J'ai aussi fait pas mal de choses dans l'humanitaire et donc il est tout à fait normal aujourd'hui de poursuivre le combat, poursuivre l'engagement pour les Guyanais. Vous avez choisi La République En Marche. Pourquoi ne pas avoir tout simplement conservé votre mouvement, celui de la majorité de la CTG? Alors, Guyane Rassemblement, c'est la majorité dans laquelle je suis. Bien sûr, c'est en accord avec ce mouvement que nous avons fait un travail pour aujourd'hui arriver à cette alliance avec En Marche. Dans un communiqué, vous précisez votre intention de montrer une nouvelle manière de faire de la politique, une nouvelle façon d'être à l'écoute du peuple et de faire valoir ses aspirations. Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce que vous comptez concrètement révolutionner? Concrètement, ce que je compte faire, c'est protéger les Guyanais. C'est-à-dire que protéger les Guyanais face à l'insécurité, protéger les Guyanais face aux crimes, protéger les Guyanais qui soient en paix dans ce territoire. Et donc cela passe par la mise
mise en place d'un arsenal juridique, mais aussi la lutte contre l'orpaillage illégal, lutte contre la pêche illégale aussi. Et d'ailleurs, pour cela, il faut développer nos relations au niveau de la coopération. Et je profite de votre plateau pour passer un message à notre consul du Brésil ici en Guyane, à gente tem que trabalhar junto. Et donc, il faut vraiment faire un travail ensemble pour nos pays. Par la suite, il faut savoir aussi que l'éducation est vraiment une priorité, c'est-à-dire qu'il faut embaucher, recruter local. Et donc, bien sûr, tout un chacun a besoin du savoir, a besoin de cet accès au savoir et donc de la démocratisation scolaire. On entend bien toutes ces propositions qui finalement figurent déjà notamment dans les accords de Guyane, signés après un long mouvement donc le 21 avril dernier. Vous avez bien entendu suivi de près ce mouvement, mais vous avez bien vu aussi également que la population était plutôt opposée, en tout cas fait apparaître cette difficulté vis-à-vis des élus qu'on pointe du doigt en disant finalement ils ne sont pas assez efficaces, nous sommes obligés de nous dresser par nous-mêmes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça et en quoi vous pourriez faire la différence? Je pense que tout simplement, il faut saluer le travail et l'engagement de la population. La population donne mandat, donne pouvoir aux élus, mais bien sûr, il faut faire autrement aujourd'hui. La population a demandé de la transparence et donc, bien sûr, il est tout à fait normal que tous les élus de Guyane puissent entendre cela. Maintenant, le travail est de travailler ensemble à l'application de ces accords. Et donc, le président de la République s'est engagé sur cela. Et donc, dès maintenant, je demande au gouvernement de prendre contact avec les différents collectifs afin de mettre tout cela en place. Il faut savoir aussi que c'est une démarche, ou en tout cas des éléments planchers, et qu'il faut aller beaucoup plus loin pour la Guyane, parce que la Guyane mérite beaucoup plus. Vous venez de le dire, vous avez effectivement interpellé le gouvernement par un communiqué aujourd'hui en demandant de prendre rapidement contact avec donc, le collectif pour la Guyane décollée pour mettre en place toutes ces mesures qui ont été signées. En fait, il va falloir qu'il y ait des discussions, on le sait, avant que les choses soient lancées. N'est-ce pas un peu prématuré? On vient d'installer un gouvernement, premier Conseil des ministres ce matin. Est-ce que vous pensez réellement que votre appel sera entendu? J'espère, puisque de toute façon, il n'y a pas question de prématuré. Il est clair que le gouvernement a déjà ses techniciens, les cabinets sont constitués, les fonctionnaires de ces différents gouvernements sont toujours en place. C'est le gouvernement qui a changé, mais les choses continuent, puisqu'il y a la continuité au niveau de l'administration. Et donc, je ne vois pas de difficulté à commencer le travail, puisque les Guyanais sont impatients de voir la réalisation de toutes ces choses, puisque beaucoup de sacrifices ont été engagés, notamment au niveau des entreprises et globalement de la population. Donc, il est normal de réagir très vite. Je reviens rapidement sur ce point. En quoi est-ce que vous seriez différent d'un Gabriel Serville, d'une Chantal Berthelot, quand on voit cette population qui pointe du doigt des politiques qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, alors qu'on sait bien quand même qu'il y a un travail qui est effectué? En quoi vous seriez différent? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est que je n'ai pas d'adversaire pour ma part, puisque nous sommes tous des frères et sœurs de Guyane. Et donc, mon adversaire à moi-même, c'est-à-dire que c'est le chômage, le manque d'éducation et tout ce qui gangrène notre société. Et donc, je n'ai pas à faire de comparaison avec les autres élus. Nous sommes là pour faire des propositions et la population, j'espère, entendra et comprendra et que la personne la plus apte puisse remporter les élections. Merci beaucoup, Lénaïque Adam, d'avoir répondu à nos questions ce soir. On poursuit tout de suite avec le premier Conseil des ministres qui se tenait ce matin. Une première pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Première aussi pour Annick Girardin en tant que ministre des Outre-mer. Après la traditionnelle photo de famille du gouvernement, elle n'a pas perdu un seul instant pour se mettre au travail. Et il faut dire qu'il y a des enjeux de taille. Elle doit reprendre les chantiers entamés par Erika Barretz, notamment les accords de Guyane dont nous parlions à l'instant. Mais elle compte bien aussi y ajouter sa vision pour les territoires ultramarins. Reportage de Solène Boissé et Éric Dupuis. C'est une première à plus d'un titre. Pour les journalistes d'abord, qui ont été cantonnés inhabituellement pour un premier Conseil des ministres au Palais de l'Élysée, et puis aussi pour les participants tout juste nommés, à l'exception de la ministre des Outre-mer. Car avant d'emménager dans son bureau de la rue Oudinot, Annick Girardin a déjà travaillé dans 2 autres ministères, et c'est cette expérience qui lui a permis de soumettre, dès ce premier Conseil des ministres, une demande au chef de l'État. J'ai fait remarquer qu'il y a déjà un certain nombre de réactions sur l'absence de la mer dans ce gouvernement. On verra effectivement dans les jours à venir, mais avoir une compétence spécifique, notamment liée aux différents bassins maritimes, pour aller plus loin. Aller plus loin sans repartir de zéro, c'est aussi l'aspect symbolique de sa nomination à ce poste. Poursuivre la politique outre-mer du précédent quinquennat. Il y a les dossiers effectivement urgents des territoires qui attendent
une continuité dans ce qui a été fait, promis, les engagements, notamment en direction de la Guyane. Et puis il y a dans ce mois qui vient aussi quelques allers-retours dans ma circonscription, puisque comme d'autres ministres, je vais avoir une campagne à mener, donc il faudra mener tout ça de front et très très vite. Très vite, comme la nomination de son équipe qui sera connue à la fin du week-end. Car si Annick Girardin est bien consciente d'une chose, c'est que son temps lui est compté. Tout autre chose, nous vous en parlions mardi, une épidémie de conjonctivite sévit depuis quelques semaines en Guyane, l'ouest du territoire étant particulièrement touché. Selon l'Agence régionale de la santé, une majeure partie des consultations dans la zone concerne bien la conjonctivite, mais il reste difficile d'obtenir des données chiffrées. On écoute les précisions du docteur Philippe Tabar de l'ARS, il répond aux questions de Caroline Alcide. On peut tout à fait parler d'épidémie qui est généralisée sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du département. On n'a pas de chiffres très très précis puisque ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, donc on n'a pas de statistiques exactes, mais on a plusieurs médecins qui nous rapportent qu'ils ont fait ce qu'on appelle des signalements, donc on est dans l'importance du nombre de cas qu'ils voyaient par jour, et notamment sur Saint-Laurent, Mana, qui semble la zone la plus affectée. Certains médecins nous ont signalé jusqu'à 40-50 patients par jour, donc vous imaginez sur une clientèle, c'est considérable, quoi. Le problème sur cette chose-là, c'est qu'effectivement, très très rapidement, les pharmacies ont été débordées. Il y a eu des ruptures de stock sur certains médicaments dans les pharmacies. Cette rupture de stock s'est reportée au niveau des grossistes du département. Et donc nous, l'ARS, on a essayé un petit peu de voir avec ces grossistes comment on pouvait... ça c'est la première chose, comment on pouvait renflouer les stocks, et notamment parce qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement. Vous êtes au courant qu'il y a eu des difficultés au niveau du port. Il y avait des containers qui étaient en attente, qui devaient être débarqués, je crois que c'était le 10 mai, pour le grossiste SPG, et qui n'a pas pu débarquer, donc ça a aggravé les choses, et donc ils ont fait des commandes en urgence, mais qui arriveront depuis la Martinique en avion. Notez ce chiffre à présent, 355 €, c'est le montant d'une aide exceptionnelle qui s'apprête à être versée par l'État aux apprentis de moins de 21 ans. Une aide qui s'adresse donc aux jeunes qui étaient ou sont en apprentissage entre le 1er juin 2016 et le 31 mai de cette année. L'objectif est de renforcer leur pouvoir d'achat et ces jeunes apprentis ont donc un délai pour se faire connaître jusqu'au 31 mai via Internet et jusqu'au 15 juillet pour les déclarations papier. Il faut se rendre sur le site de l'Agence de services et de paiement. Opération réussie pour Soyouz, le lanceur russe a quitté la base spatiale de Kourou avec 2,5 tonnes de technologie de pointe ce matin. Un satellite de télécommunication européen qu'il a placé sur orbite et qui desservira l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes. C'est le deuxième lancement depuis la fin des mouvements sociaux. Si certains y sont habitués, d'autres ont vécu ce matin cette expérience pour la première fois. C'est aussi le cas de Charlotte Fleury. Voyez son reportage. 3, 2, 1, top. Décollage, lift-off. Il est 8h54 au centre spatial guyanais. Le satellite SES-15 vient tout juste d'être lancé par Soyouz. Cette mission est plus longue que les autres. Elle durera 5 heures, 18 minutes et 28 secondes. Parmi les chanceux qui ont pu assister au lancement du satellite, on trouve notamment des personnes venues en Guyane pour les vacances ou pour le travail. Une grande première pour ces derniers, qui semblent encore impressionnés par les images qu'ils viennent tout juste de voir. C'était fort appréciable de pouvoir assister au lancement avec tous les préparatifs et de pouvoir visualiser la chose concrètement. Absolument pas déçu, d'autant qu'on a eu effectivement de la chance au niveau du temps, parce que ces derniers jours on a eu pas mal de pluie et finalement il y a eu une belle éclaircie qui nous a permis de pouvoir quand même suivre le lanceur jusqu'au plus loin en tout cas. Nous étions en vacances au Suriname et lorsque nous avons vu qu'un lancement aurait lieu, nous avons décidé de faire escale ici. On a pensé que ça pourrait être sympa à voir, on voit ça parfois dans les films, mais on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais c'était vraiment très beau. C'était impressionnant de voir la salle de contrôle et toute l'organisation autour, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment extrêmement impressionnant, émouvant, beau. Il y a du suspense, il y a vraiment une technologie extraordinaire qui est concentrée dans tout ce moment et voilà, c'est un très beau moment qu'on a vécu. Donc
comment pourrait-on être déçu d'un tel spectacle? C'est l'occasion, en fait, je suis venu pour un déplacement professionnel et c'est vrai que l'occasion a fait que ça tombait au bon moment, du décollage. Voilà. D'autres ont un avis plus mitigé. C'est le cas de Sylvie, qui vient d'assister à son deuxième lancement. J'ai eu la chance d'assister à un lancement d'Ariane et j'ai trouvé que c'était un spectacle absolument éblouissant. J'étais comme une gamine, tellement j'ai apprécié. C'était sur le site Toucan, donc le site le plus proche, et c'était franchement fabuleux. Là, j'étais un petit peu pas déçue parce que c'est toujours aussi émouvant et impressionnant, mais voilà, c'est un lancement d'une fusée beaucoup plus petite et du coup, c'est pas du tout la même émotion. Le lancement de SES-15, le premier satellite hybride et tout électrique de l'opérateur SES, représente le 5e lancement de l'année par Ariane Espace. Le prochain, par le lanceur Ariane 5, est prévu pour le 1er juin. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres développés ce soir avec la vétusté, l'insécurité, le manque de personnel ou encore le mauvais état des finances. C'est la situation de l'hôpital de Cayenne qui est décrite comme catastrophique dans un récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Les élus se sont procuré le document et montent au créneau pour soutenir l'UTG Santé. Dans le même temps, le grand congrès des élus de Guyane approche. Le rendez-vous serait fixé pour la rentrée prochaine et participera à la mise en place du projet de développement du territoire signé le 21 avril dernier. Une première séance de préparation s'est tenue ce matin. Et puis c'est le deuxième lancement depuis le mouvement social de Guyane. Le lanceur russe a quitté la base spatiale de Kourou ce matin avec à son bord SES-15, un satellite de télécommunication européen. L'opération aura duré plus de 4 heures. Avant de se quitter, notez cette information. Le vol d'Air France prévu à 17 h au départ de Cayenne en direction de Paris-Orly a été annulé. Une annulation qui s'ajoute, je vous le rappelle, à celle des liaisons entre les Antilles et la Guyane qui, elles, sont annulées jusqu'à samedi. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le journal de TF1 juste après la météo. Très bonne soirée à vous.